Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie le plus harmonieusement et sereinement possible pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Cet été, je suis tombée sur un article mettant en avant Éric Guérin, chef étoilé de la Mare aux Oiseaux dans le parc naturel régional de Brière en Loire-Atlantique. Dans l'article, il était question de la décision d'Éric de fermer son restaurant à minuit tous les soirs pour veiller au bien-être de ses équipes. Dans le milieu de la restauration haut de gamme, minuit c'est tôt, et sa décision et ses motivations dénotées. Peu après, de nombreux restaurateurs lui ont emboîté le pas. Ce qui m'a donné envie d'interviewer Éric, c'est ça, sa volonté d'amener de la nouveauté dans un milieu réputé pour ses conditions de travail difficiles, supposé prérequis pour atteindre l'excellence. Sa conviction que le changement est possible et souhaitable, et bénéfique à tous, salariés, dirigeants, clients, et sa capacité à expérimenter, à tester ses idées et à amener ses équipes avec lui. J'ai adoré échanger avec cet homme passionné, profondément humain. Avec Éric, nous avons parlé d'engagement, d'innovation managériale, sans le nommer comme tel, mais c'est bien de ça qu'il s'agit, de confiance, d'émotion au travail, de bien-être aussi, celui des individus au service du collectif, de l'équipe. Nous avons parlé de la manière dont l'entreprise s'adapte aux femmes et aux hommes qui y travaillent pour leur permettre de fournir leur meilleur travail dans les meilleures conditions. Il y a dans cet épisode de quoi s'inspirer, quel que soit le domaine dans lequel on travaille et même au-delà du monde professionnel. S'il y a bien une leçon à en tirer, c'est que rien n'est figé et qu'il y a toujours de la place pour inventer, pour créer une nouvelle culture, pour peu qu'on tienne son cap et qu'on l'incarne à tous les niveaux. Bonne écoute! Alors bonjour Éric. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité, je suis ravie de t'accueillir. Je t'ai invité parce que je suis tombée cet été sur un article sur ta décision de fermer le restaurant plus tôt pour respecter le bien-être de ton équipe. Tu as publié un post sur Instagram le 16 juin qui disait « Afin de respecter le bien-être de nos équipes, le restaurant fermera désormais ses portes à minuit ». Et j'aimerais qu'on commence notre échange par cette décision-là. Est-ce que tu peux un peu me raconter le cheminement, le processus qui t'a amené à cette décision ? Ouais, le processus, il est simple. Les histoires de Covid, forcément, et surtout de confinement, ça a laissé des traces, alors des traces plus ou moins importantes pour chacun. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, nous, restaurateurs, métiers de bouche, on a tous découvert qu'il y avait une autre vie en dehors de celle qu'on nous a inculquée depuis notre plus jeune âge. Moi, j'ai commencé ce métier-là, j'avais 15 ans et demi. Depuis l'âge de 15 ans et demi, je vis un peu en autarcie dans un monde particulier et en dehors de la société, puisque je suis en congé. Par exemple, pendant des années, j'ai travaillé 7 sur 7, par exemple. Je prenais le congé quand je pouvais. Ici, maintenant, on est fermé depuis 3 ans seulement, le lundi et le mardi. Donc, ce qui fait que finalement, depuis l'âge de mes 15 ans, les mariages de mes amis, je ne les ai pas faits. Les grands repas de famille, les anniversaires, tout ça, on n'y est jamais. Et quand on veut y être, il faut que ce soit un ersatz de repas de famille, c'est-à-dire qu'on refait ça un lundi ou un mardi avec les gens qui sont là, mais ils ont déjà fêté le dimanche, donc c'est moins la fête. Voilà. Mais tout ça, on ne s'en rend pas trop compte. Et puis là, je viens de passer, alors pour ma part, j'ai passé 2 fois 7 mois en arrêt, puisque le premier confinement faisait suite à ma décision pour mes 50 ans de refaire la Mare aux Oiseaux, de refaire des travaux. Donc, on a fermé déjà l'année d'avant en novembre pour réouvrir normalement au 1er avril, sauf qu'on a été repoussé jusqu'au 10 juin. Et rebelote, l'année d'après, on referme en novembre et on réouvre au 10 juin. Sauf que la première année, on a trouvé ça très marrant, tout s'est bien passé. Et j'ai réouvert au 10 juin avec une équipe quasiment nouvelle. Donc, les faits n'étaient pas du tout les mêmes. Et la deuxième année, deuxième réouverture après confinement, on y avait pris un petit peu goût à tout ça, au repas de famille, à une vie normale.
Et surtout à se rendre compte aussi qu'à 19h le soir, quand on a déjà fait une journée, ce qui était un peu le cas quand on faisait de l'emporter, on avait déjà fait une bonne journée, on était fatigué et qu'à 19h, 19h30, on rentrait à la maison, notre journée était terminée. On se mettait à la maison, on pouvait prendre un petit apéritif, regarder un film, être invité par des amis, avoir une vie à peu près normale. Et on se dit, et c'est là où il y a eu une espèce de choc aussi, je pense, dans la profession, qui fait aussi qu'aujourd'hui, on a perdu pas mal de candidats et qu'on a du mal un petit peu. Ouais. C'est de se rendre compte que notre vie, elle est quand même, alors je ne vais pas dire compliquée, parce que j'en ai marre d'entendre dire que ce métier est compliqué. Il n'est pas compliqué, c'est un métier d'engagement, mais Ouais. qu'à travers cet engagement, effectivement, il y a cette notion de travail, d'heures, qu'on ne peut malheureusement pas vraiment réduire. Et, euh, et que finalement, moi, en tant que chef d'entreprise, je n'avais pas du tout envie d'y retourner. Et ça, Ah c'était ouais. vraiment le marqueur du mois de juin, c'est que je n'avais pas du tout envie de réouvrir, je n'avais pas envie d'y aller. Et j'étais, moi, très, très bien dans cette période de vie de 2 fois 7 mois presque à la retraite, où je me suis occupé justement dans 7 mois, il y a moi. Et que pour la première fois de ma vie, je me suis occupé de moi, j'étais à la maison. Mes animaux étaient ravis que j'étais là Ouais. Ouais. et que je m'occupe d'eux dans un temps normal, qu'ils mangent à une heure normale et pas à 2 heures du matin. Ouais. Que je puisse me coucher à l'heure à laquelle j'en ai envie et pas à 3 heures du matin, me réveiller à peu près quand j'en ai envie et pas fatigué. Et c'est vrai que j'avais ce stress-là. Je me suis rendu compte très très vite que mes jeunes, finalement, qui n'ont pas vécu du tout le confinement comme moi, puisque bon, si on prend vite un petit peu un- si on fait un petit résumé, moi j'ai décidé pendant ce confinement que c'était une chance extraordinaire à 50 ans d'avoir l'occasion de se reconstruire physiquement, intellectuellement, de Mm. prendre le temps de réfléchir et d'avoir cette période de 7 mois, ce qui m'était jamais arrivé, pour m'occuper de moi, pour voyager un peu, pour faire des choses voilà, pour moi. Donc ça, vraiment, je l'ai bien vécu. Mais la reprise, je me suis aperçu que pour mes jeunes, bah, certains étaient restés enfermés dans des appartements, à jouer à des jeux vidéo, à fumer des pétards ou à tourner en rond sur leur téléphone pendant 7 mois. Et ça a créé des vraies fêlures, Ouais. des remises en question. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai envie de faire encore ce métier? Est-ce que j'ai envie de finalement de me déconnecter une nouvelle fois de cette vie-là? Et c'est vrai que si je fais l'état des lieux, moi aussi, j'avais exactement les mêmes questions. Ouais. J'ai retrouvé pendant cette période de confinement des amis. Ça fait des années que mon réseau ou mon circuit d'amis que j'avais depuis ma plus jeune enfance, tous ces gens-là, je ne les vois plus. Parce que quand j'étais Ouais. Ouais. invité, de toute façon, je n'y allais pas. Donc, au Mm. bout d'un moment, ils ne vous contactent même plus. Et là, bah, pendant cette période-là, voilà, il y a des choses qui se sont remises en place. Et quand on a réouvert, on a ajouté à notre stress de réouverture un horaire de fermeture, c'était 23 heures. 23 heures dans la gastronomie, je parle pour ma part, hein, Ouais. restaurant étoilé, des menus à rallonge. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On réduit tous nos menus. Et puis moi, j'ai dit, ben non, on ne va pas réduire nos menus, on ne va pas réduire notre offre, on ne va pas commencer à changer ce qu'on sait faire, parce qu'autrement, on n'en sort plus. Et en plus, c'était que pour un mois. Et en Mhm. plus, il y avait aussi la notion économique, c'est-à-dire que ça faisait 7 mois qu'on ne travaillait pas. Donc, on n'allait pas non Ouais. plus faire des petits menus, il fallait qu'on retrouve notre rythme, il fallait qu'on retrouve tout de suite notre équilibre économique et tout ça. Donc, eh ben, on a commencé comme ça. Et on s'est aperçu que 23 heures, ça se faisait très bien. Mm. C'était un peu tendu. Mais les clients l'ont fait et surtout les clients ne nous ont pas reproché de fermer à 23 heures. Tout le monde venait plus tôt, tout le monde repartait plus tôt et à 23h30 quand on rentrait à la maison, pour nous, on avait l'impression d'avoir encore une vie, une soirée, de pouvoir faire des Ouais. choses, de promener le chien, de vivre un petit peu et à 1h du matin, on était au lit, ce qui n'est pas très très tard Ouais. pour notre profession. Et là, je me suis dit, si on y arrive, alors, il y avait un peu un côté un peu affront aussi, hein. On nous a imposé 23 heures. Bah, je dis, bah, moi, je vais imposer minuit. Voilà. Et Mhm. ça, c'est mon couvre-feu. C'est ma décision. Et c'est à la fois pour mon personnel, effectivement, mais moi, je m'inclus dedans parce que je n'ai jamais joué les grands chefs ou les grands patrons. Moi, je Ouais. suis dans l'équipe avec eux, je travaille avec eux, je fais les mêmes horaires. Donc, je me suis dit, allez, pour le bien-être du personnel, on ferme à minuit. J'ai lancé ça comme ça. Mes gars Ouais. étaient super ravis que je dise, bah ouais, on continue, on va perdre 1 heure, mais voilà. Tout le monde était très content, ça a mis un peu de baume au cœur à tout le monde, moi aussi. Et finalement, cette espèce d'annonce a fait ricocher
Ça a fait un gros buzz et tout le monde est venu m'en parler. Et il y a beaucoup de chefs qui m'ont dit on va te suivre. Et depuis, à chaque fois que je me promène dans les restaurants à droite à gauche, j'ai le personnel qui vient me dire à l'oreille ah merci, grâce à vous, on y pense, ou grâce à vous, on l'a fait. Et c'est vrai que en tout cas pour nous, ça a changé beaucoup de choses. Alors ça, c'est une réflexion. J'en ai eu une deuxième que je n'ai pas annoncée, mais qu'on a aussi fait. Je peux aussi t'expliquer si Ouais, c'est volontiers. approfondi. Ouais, volontiers. Trop long dans mes explications, il faut me dire. Hein, parce Non, que non, 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 c'est hyper je prends intéressant parce que tu as anticipé pas mal de mes questions et notamment sur le côté boule de neige et le fait que tu ouvres la voie et que finalement, en fait, de réinterroger les choses, de dire bah finalement, en fait, ça marche, donc pourquoi ça perdure pas? Et puis de toi lancer le truc et que les autres se disent bon, bah si ça marche pour lui, ça peut marcher pour nous, donc on y va, quoi. Ouais, et puis ma grande peur, c'est la clientèle du mois d'août, parce que la clientèle du mois d'août, c'est une clientèle de Parisiens. On va pas se le cacher. Les Parisiens, bon, ils ont l'habitude de manger un peu tard. Et puis ici, on est un peu victime de notre succès, c'est-à-dire qu'on a un très très beau jardin avec apéritif en terrasse tout le temps. En plus, on vient d'embaucher un barman qui arrive du Plaza. Donc, on avait en plus dans notre idée de créer un poste supplémentaire qui était le bar. Et ce bar, pour nous, c'était l'apéro. Donc, l'apéro, il fallait un temps d'apéro. Mm. Sauf que si on veut que les gens finissent de bonne heure, il faut qu'ils passent à table de bonne heure. Donc, ça Ouais, devenait compliqué dans notre ouais, histoire. Tout ça, bien sûr, mélangé à un gros questionnement de remise en route, de passe sanitaire, de piqûres, enfin, ouais, voilà, hein, tout. cet été, ça a été un peu mouvementé pour nous tous et les décisions qu'on prenait, il fallait les assumer. Mm. Et finalement, eh ben, on s'est dit, on va rester un peu sur le principe de l'avant, enfin, du couvre-feu. C'est-à-dire on demande aujourd'hui notre dernière commande à 21h15, dernière commande au restaurant. Mhm. C'est-à-dire que les gens, s'ils veulent venir à l'apéritif, profiter du jardin, finalement, on a décalé l'arrivée qui était souvent entre 20h30 et 21h30 à 19h jusqu'à 20h30. Voilà. Mm. Et ça s'est fait très, Et très ça bien. On marche. n'a pas eu de soucis, en fait. Ouais, Ouais. Et au plus tard, je crois, on a dû finir un soir ou deux. On finit à minuit et demi, ouais. mais pas plus. Et mes pâtissiers, alors qu'est-ce que ça change? Mm. Certains m'ont dit, c'est pas grand-chose. De toute façon, vous faites trop d'heures. De toute façon, la restauration. Oui, bien sûr, je l'entends. Euh, il y a des choses qu'on ne peut pas réduire. Les horaires de travail, les clients, on est obligé d'être là quand ils sont là. Et je ne peux pas non plus imposer à mes clients de rentrer chez eux à 21h. Ils font Mm. déjà 30 km minimum pour venir me voir. Mm. On a des menus à 7, 8 plats. Mm. Voilà, il faut le temps de tout préparer. Il faut le temps que les gens profitent. Ils payent un certain prix aussi. Ce n'est pas que pour manger, c'est aussi pour profiter du lieu. Ouais. Et tout ça, il fallait le faire. Mais aujourd'hui, on a quand même réglé une chose. C'est-à-dire qu'avant, les gens, il y avait toujours une table ou deux qui arrivait à 9h30, voire 10h moins le quart, qui passait au salon l'hiver ou en terrasse l'été, qui prenait l'apéritif et qui passe à table. Il était 10h un quart, voire 10h20. S'ils prennent une dégustation, ça veut dire que pour une table, l'équipe et notamment la pâtisserie pouvait rester jusqu'à 1h30 en état d'alerte dans la Ouais. cuisine. Sachant que l'état d'alerte ne veut pas dire cuisine propre, nettoyée, rangée, je Ouais. prends ma voiture et je rentre chez T'es loin moi. d'être parti, quoi. Ça Mm. voulait dire que voilà, on pouvait Mm. finir à 2h du matin. Si eux Mm. finissent à 2h du matin, moi je finis, il est 2h30, voire 3. Mm. Euh, Aujourd'hui, à minuit un quart, je crois, maximum, l'équipe de pâtisserie, elle a tout rangé, nettoyé sa pâtisserie. Ouais. Les cuisiniers sont déjà partis. Et ceux qui restent, en général, c'est la salle, mais ils arrivent un peu plus tard le matin. Et ils ne restent pas beaucoup plus longtemps que nous. Mm. Donc, voilà, on a réglé quand même un truc qui nous permet d'avoir en tout cas des heures de sommeil en plus, de rentrer un tout petit peu plus tôt à la maison et de se dire qu'il se passe déjà un premier mouvement vers autre chose. Vers autre chose, ouais. Là, on l'a fait sans douleur. C'est-à-dire qu'on on s'est pas fâché avec les clients, on n'a pas perdu des clients. Il n'y a pas eu de clients qui nous ont dit que finalement ils annulaient leur réservation parce on obligeait à venir plus tôt. Non, ça se passe très très bien. Et tu disais, tu as une deuxième réflexion? Ma deuxième réflexion, elle vient sur le week-end.
Je me suis dit, tant qu'à essayer d'être dans une vie entre guillemets normale, les gens normaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont au week-end le vendredi soir. Donc le vendredi soir, vous arrivez du boulot, un peu stressé, machin, vous restez à la maison, c'est votre vendredi, chouette, c'est le week-end. On se pose, on va déjà faire un petit repas chez des copains. On se pose, on prend du temps, on fait une bonne nuit. Le samedi matin, on en profite pour faire les courses, voilà, le marché, un peu de linge, s'occuper des gosses. Et puis après, le samedi soir, on a une bonne soirée où on peut faire la fête. Le dimanche, on a encore la journée tranquille et on stresse à partir du dimanche soir pour reprendre le lundi. Nous, on dit oui, on a 2 jours de congé. Alors, bien sûr, j'efface tous les jours fériés, parce que nous, ça n'existe pas. Ça. On ne rajoute pas des jours fériés avec des week-ends à rallonge. Hein. Ça, on n'a pas. Mais bon, nous, on a 2 jours de congé, ce qui est déjà pas mal, consécutif. Mais finalement, 2 jours de congé dans la restauration, avec des petits jeunes de 20 ans là, dans nos équipes, ils vont finir le dimanche soir. Quand on dit finir le dimanche soir, chez nous, c'est déjà le lundi matin. Parce que le dimanche soir, on va finir après minuit. C'est le dimanche soir, donc c'est un peu festif, c'est notre week-end. Pour vous, c'est votre vendredi soir. Donc nous, les jeunes, ils sont contents, donc ils vont traîner un peu, ça discute, ça rigole en faisant le nettoyage, donc ça traîne un peu plus longtemps. Après, ils vont aller boire un coup tous ensemble, et puis finalement, ils vont se coucher à 4h ou 5h du matin. Des fois, c'est beaucoup plus. Et ils vont se lever le lundi matin, ils vont se lever le lundi, il va être 15h. Donc déjà, leur journée du lundi, elle est déjà bien amochée. En plus, ils ont un peu la gueule de bois, donc ils sont fatigués de la semaine. Là, ils ne sont pas reposés. Ils se disent, lundi soir, c'est notre seule soirée de congé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remet le couvert. Donc, ils repicolent un coup, ils font la fête avec les copains et ils se recouchent à 5h ou 6h du matin. On arrive déjà au mardi matin. Personne ne s'est reposé, tout le monde est crevé et ils se sont pris 2 bonnes soirées de fiesta en plus de la semaine fatigante. Et le mardi, quand ils se réveillent, il est peut-être, allez, on va dire 15h encore pour être gentil. Finalement, ils n'ont pas vu le jour pendant tout le week-end, ils n'ont pas vu le jour. Donc, ils ne sont pas allés à la plage, ils n'ont pas pris l'air, ils ne sont pas reposés. Et le mardi soir, ils sont en stress parce qu'ils savent que le mercredi matin, il faut réouvrir. Il y a toutes les marchandises qui arrivent, on repart à blanc. Il faut qu'à midi, on fasse complet et que tout soit à l'heure. Il ne faut pas qu'on soit livré à midi ou à 11h30 parce que c'est trop tard. Donc, c'est toujours un peu le stress. Et ça gâche un petit peu déjà le peu de temps qu'ils ont de repos, donc le mardi soir. Donc là, je me suis dit, tant pis, on fait un test. Déjà, j'ai fermé 2 jours depuis 3 ans, ce qui pour moi au départ était impossible. On a réussi à lisser. On fait le test cette année. Jeudi, on ferme à minuit, mais aussi, vous avez 2 jours et demi de congé, c'est-à-dire que j'efface le mercredi matin. Ça veut dire que là, maintenant, ils ont leur dimanche. Quand on termine le lundi matin, ils peuvent faire la fête jusqu'à l'heure qu'ils veulent. Ils se lèvent à 15h. Le soir, ils peuvent refaire la fête. Ils ont le mardi après-midi complet de repos. La soirée du mardi encore où ils peuvent se faire une petite soirée pour eux, en amoureux ou tranquille ou au repos. Et ils ont encore le mercredi matin où ils peuvent dormir et où, en général, ils et j'en profite aussi pour aller faire des courses ou faire mon linge de cuisine et des trucs pour rattaquer. On rattaque à 14h, tout a été livré dans les chambres froides, on n'est pas embêté et on a toute une après-midi ensemble de mise en place, tranquille, la musique et on attaque notre semaine avec le complet du mercredi soir, tranquille. Le petit souci là-dedans, c'était le côté économique parce que je perdais un service encore de 50 à 60 couverts le mercredi midi. Ouais. Mais finalement, le bien-être de tous, le fait qu'on soit plus cool, plus avenant, moins fatigué, moins dans le speed, on s'est aperçu que on vend mieux, on est plus proche du client. Voilà, il y a un truc qui se passe justement dans cette idée de bien-être qui fait que le client est plus à l'aise, il consomme mieux. Et finalement, à ce jour, c'est-à-dire à fin septembre, on n'a pas perdu un centime depuis, ou très très peu, quoi, avec un service de 60 en moins tous les mercredis. C'est incroyable. On a réussi à rééquilibrer, en fait. Ouais. Et à augmenter, en fait, le ticket moyen parce que les gens se font plus plaisir, parce qu'on est plus présent, parce qu'on est plus souriant, parce qu'on est plus cool. Et nous, vraiment, en tant que chef d'entreprise, là, avec toutes ces décisions-là, on se sent beaucoup mieux. Ouais. La conclusion de fin de saison, ça a été
On vient de se prendre un raz-de-marée parce que l'après-Covid, c'est quand même un raz-de-marée. En plus, cette année, on a eu quand même les stress, effectivement, de la vaccination à ajouter, du pass sanitaire, de ne pas savoir si on allait être ouvert cet hiver ou pas. Et mine de rien, on a fini tous, parce qu'on a fait le point avec eux début septembre, on a fait des entretiens individuels. Tout le monde a dit cette saison-ci, elle a été quand même beaucoup plus facile pour tout le monde et on finit moins fatigué. L'année dernière, au mois d'octobre, on était à ramasser à la petite cuillère. Voilà, donc finalement, tout le monde se sent bien. Et c'est vrai que le résultat aussi, c'est que moi, j'avais mon équipe qui est en place aujourd'hui est là depuis 2 ans. Donc, dans leur tête, moi, quand je les embauche, je leur demande toujours 2 ans de saison pour avoir le temps justement de vivre un peu de temps avec eux et qu'ils ne partent pas au bout de 6 mois. Donc, j'avais déjà plus ou moins entendu toute mon équipe de salle, notamment, qui avait annoncé un départ au mois de janvier, là, à la fermeture annuelle. Un départ annoncé, beaucoup pour aller à l'étranger, travailler, parce qu'ils ont des visas qui sont en attente, d'autres parce qu'ils voulaient voir autre chose. Et finalement, quand tout s'est posé fin septembre, qu'on a fait le point sur cette saison, sur les 2 jours et demi de congé, sur la fermeture à minuit, nous, on s'attendait juste à prendre en face de nous, ben voilà, c'est super, mais au mois de janvier, on s'en va. Et en fait, de toute notre équipe, on n'en a plus que 2 qui partent. Et on est 50. Donc, j'ai gagné en bien-être. J'ai gagné en bien-être pour eux. Et j'ai gagné en bonus bien-être, puisque je ne vais pas être obligé de recruter dans un moment difficile de recrutement et que j'ai toute mon équipe qui reste. Et finalement, ben voilà, c'est tout bénef pour tout le monde et on s'en sort beaucoup mieux. Et nous, vraiment, on travaille depuis 5 ans sur la mise en place du bien-être au travail, qui est complètement hors norme par rapport à la société actuelle, puisque de toute façon, la société actuelle, le travail, c'est de la pénibilité. Et quand on va travailler, on vous dit bon courage. Nous, on essaye de remettre le travail comme un épanouissement personnel dans lequel chacun s'exprime, vit et s'enrichit des autres, et où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est quelque chose pour lequel moi, j'ai décidé à mes 50 ans, là où j'avais décidé peut-être d'arrêter pour avoir un travail plus pour moi personnel et plus artistique. J'ai décidé de rester parce que j'avais vu que ça fonctionnait pas mal. Et je me suis dit jusqu'où on peut aller en observant l'humain et en essayant de lui remettre des informations différentes que celles pour lesquelles il est codifié en ce moment. Parce qu'on dit les nouvelles générations, les nouvelles générations ça, mais moi je suis persuadé que la nouvelle génération, elle est juste bien dans ses baskets. C'est nous qui peut-être ne l'accompagnons pas comme il faut, et en tout cas on a cette espèce de conflit de nous on vit encore avec notre expérience à nous, et eux ils ont une nouvelle génération qui n'est pas encore en place, et c'est comme si on devait payer moitié en francs, moitié en euros, quoi. On serait un petit peu perdu. Je pense qu'aujourd'hui on les aide pas à trouver leur place. Donc, moi, j'avais envie de ça. Et en fait, eux m'y aident. Et vraiment, je vis des moments vraiment d'épanouissement personnel aussi à travers tout ça et à travers mon métier. Même si je le fais depuis 35 ou je ne sais plus maintenant, je ne veux plus compter, mais 35, 40 ans, pas loin. Mais je découvre plein de choses. Je découvre plein de choses dans l'humain et ça, c'est vraiment intéressant. C'est génial, j'aime bien ta façon d'en parler sous forme d'expérimentation en fait. Tu fais des tests, tu regardes, tu te dis tiens, je vais essayer ça, tu regardes si ça marche. Et puis un peu comme en cuisine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on peut pas dire que la ligne elle est droite parce qu'on vit avec des gens. Et les gens, tout le monde est différent et les équipes sont toujours différentes. Et en plus, on a tous nos problèmes personnels qui viennent se lier plus ou moins avec notre vie au travail. Et donc, tout ça, il faut le gérer. Et à partir du moment où on ouvre la brèche, c'est-à-dire qu'on laisse les gens s'exprimer, vivre, exister, forcément, à un moment ou à un autre, on va être confronté à ces choses-là. C'est-à-dire, on va être au courant de ce qui se passe, on va voir que, tiens, elle sourit plus, qu'est-ce qui se passe? Et puis, tout de suite, nous, on les prend, on parle beaucoup, on prend du temps, on les amène sur un chemin de positif, en fait, de réponse et pas de problème. Parce que de toute façon, aujourd'hui, notre société, c'est quoi? Il y a un problème. Il y a toujours un problème.
je ne supporte pas les gens qui se disent le problème c'est, le problème ça. Non, il y a toujours une solution, il faut la trouver. De toute façon, on doit s'adapter à toute situation. Ouais. On n'a pas le choix. Même celle qu'on nous impose, politiquement ou autre, aujourd'hui, on est obligé de s'y adapter. Et la Covid a été un bon test. Un bon terrain de jeu, puisqu'il a fallu de toute façon s'adapter. Il y en a qui ont pleuré, il y en a qui ont été en colère, il y en a qui ont fait plein de trucs. Mais en fait, la vérité, moi, je dis, tiens, je profite de la vie et je m'éclate. Et je suis ressorti de là, j'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans, je suis en pleine forme, j'ai fait une belle réflexion, j'ai écrit un livre, je me suis vraiment intéressé à ma cuisine différemment et j'ai pris le temps de donner du sens à ce que je fais. Je me suis intéressé aux autres et j'ai douté tout le mois de juillet, tout le mois d'août en disant mais je ne suis pas sur la bonne voie, peut-être que je me suis fourvoyé en pensant que ça allait marcher. Et finalement, fin septembre, pouf, revers de la médaille, tout le monde reste. On a une ambiance de travail géniale, tout le monde a le sourire, on est cool, il n'y a pas de stress et je ne suis pas obligé de recruter comme la plupart de mes collègues, dont pas mal qui sont plutôt en ce moment en train de verrouiller le nombre de couverts parce qu'ils n'ont pas assez de personnel ni en salle ni en cuisine, ou de donner des jours de congé parce que qu'ils ne donnaient pas avant parce que justement il n'y a pas assez de personnel et qui stressent pour l'avenir et qui mettent en plus en danger la qualité de leur travail par rapport à nous, les étoilés, on donne un certain niveau et après, il ne faut pas régresser. Donc, ça demande, on ne peut pas travailler tout seul, ça demande vraiment d'être bien accompagné. Et moi, j'ai vraiment trouvé là, en tout cas en ce moment, un équilibre et une harmonie. Moi, c'est l'harmonie que je cherche, hein, aussi bien dans les équipes, hein, que ce soit salle, cuisine, réception, chambre, plonge, tout. Hein, nous, c'est l'harmonie. C'est-à-dire que ce n'est pas des équipes, ce n'est pas des boîtes. Hein. C'est une maison dans laquelle on travaille tous ensemble. On travaille tous ensemble, pas pour moi. Hein. Je ne suis pas Dieu et je n'ai pas la parole divine. On travaille ensemble juste pour un rayonnement d'une maison qui fait venir des gens. Ces gens traversent cette maison, rencontrent des gens qui sont heureux de vivre et leur donnent une passion et un sens sur notre environnement, sur les gens qui travaillent avec nous, sur l'équipe en général, sur soi, puisque chacun, moi, plus il parle d'eux et plus je suis content. Et les gens, finalement, face à ça, nous apportent une espèce de joie de vivre et d'être là. Et cette joie de vivre, on s'en nourrit. Et hop, voilà. Et le phénomène se passe comme ça. Et moi, je travaille beaucoup sur les énergies et notamment, je fais beaucoup de Reiki. Et c'est vrai qu'en ce moment, je sens, enfin, moi, je me nourris beaucoup aussi de cette énergie positive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est agréable. Il n'y a pas de clash, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de pleurs, il n'y a que du bonheur. Et quand il y en a un qui chute ou qui trébuche, tout de suite, les autres vont l'aider. Et ce qui est fort, c'est qu'un gars de la salle peut aller aider un gars de la cuisine ou vice-versa. Ce n'est pas mon clan, ma famille, comme il y a dans beaucoup de restaurants. Et ça, pour moi, c'est ma plus belle réussite aujourd'hui, c'est ça. C'est d'en être là. Parce que ça me permet justement d'avancer sur le reste. Et ça m'intéresse vraiment de revenir un peu sur ton parcours aussi, parce que tout ça, c'est pas ce que tu as connu, toi. Tu l'as inventé, parce que je t'ai entendu dans le programme, le podcast Programme B, qui était hyper intéressant, où ça raconte, pour celles et ceux qui connaissent pas forcément très bien le milieu de la cuisine, c'est pas du tout avec ça que tu as été formé. C'est pas courant en fait dans le milieu de la cuisine, de la haute gastronomie, d'avoir ce type d'ambiance de travail, d'avoir ce type de raisonnement. Est-ce que tu peux nous parler de ta formation et de comment tu as cheminé toi pour arriver à te dire ça et à te dire j'ai pas envie de reproduire ce que j'ai connu moi? Ouais, alors moi, je veux surtout pas ni juger, ni appuyer, ni mettre le doigt sur les gens qui travaillent différemment. Hein. Moi, ce que j'ai créé, bon, c'est un grand mot encore. La façon dont je gère mon équipe, c'est pour mon bien-être avant tout à moi. C'est-à-dire que moi, je veux pas rentrer chez moi avec mal au ventre le soir. Je veux pas revenir le matin avec la honte de voir mes gars parce que je les ai pourris hier. Je veux me regarder dans le miroir, avoir le sourire et venir ici en sifflotant le matin et en venant à pied et en regardant les petits oiseaux. Donc, c'est vraiment un truc à la base un peu idyllique, hein, mais je me suis créé un peu un monde enchanté et je me suis dit, dans un monde enchanté, il faut que les gens soient enchantés aussi.
Mais c'est vrai que alors c'est pas du tout comme ça que j'ai été formé. Moi, j'ai été formé dans les grandes maisons parisiennes, maisons dans lesquelles le message c'était plus on est dur, plus on va en sortir le meilleur. Et c'est vrai que c'était pas rare d'être très, 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 très dur. D'abord, bon, c'était dur sur les horaires, mais à l'époque, horaire n'existait pas. C'est-à-dire que 35 heures, 43 heures ou autre, ça n'existait pas. On n'avait pas de notion de temps. On venait travailler le matin. Si on n'avait peur de pas être en place, moi, ça m'est arrivé de venir à 7 heures le matin, alors que j'avais fini à 2 heures du matin et je rattaquais à 7 heures. Et le soir, on restait jusqu'au bon plaisir des équipes dirigeantes qui nous faisaient nettoyer 4 fois la chambre froide. Elle était propre, elle était rangée et tout ça. Ah bah tiens, il y a une herbe qui dépasse, on recommence. Et c'était des espèces de... Ça servait à rien. C'était juste pour nous mettre tout le temps sous pression, sous pression, sous pression. Ouais. Et eux, le message, c'était vraiment ça. C'était de toute façon, on garde que les meilleurs. Donc, il fallait être tout le temps, on était tout le temps sous pression, sous stress. On ne mangeait pas, on dormait peu. Les jours de congé, bah, je m'en rappelle, c'était le lundi, mais on finissait le lundi à 2 heures du matin et je rattaquais le mardi à 7 heures. Donc, je passais ma journée à dormir. Hein. Je n'avais pas mangé la semaine à part des pommes et du bronzant. Oui. Mais j'en suis pas mort. Moi, personnellement, quand je suis arrivé dans les grandes maisons parisiennes, j'étais un petit garçon très timide et très sensible et certainement à l'image des nouvelles générations qui arrivent aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'arrivais d'un milieu plutôt artistique et je venais là pour ça. Je n'étais pas du tout programmé d'un milieu de la restauration. À la base, je voulais faire les beaux-arts et j'ai voulu faire la cuisine pour rentrer, en fait, parce que mes parents n'ont pas voulu que je fasse les beaux-arts, parce que justement, pour une notion à l'époque de il faut travailler pour une position sociale, pour gagner bien sa vie, pour tout ça, quoi. Aujourd'hui, on s'en fout, on dit il faut vivre tes rêves, ce qui est complètement différent, et des fois même souvent pas travailler, parce que le travail n'est plus, plus nécessaire. Voilà, et en fait, moi, je suis rentré dans ce milieu-là, j'étais très timide, j'avais peur de tout. Et cette violence, cette façon de me bousculer, moi, m'a fait sortir de mes gonds. Je suis devenu un soldat, je suis devenu un guerrier. Je me souviens avoir assis une personne sur le fourneau une fois, en plein service, sur le feu. Plaf. Une autre fois, j'avais un gars qui était un peu concurrent et du coup, je savais qu'il allait me prendre ma place si je laissais un peu couler. Donc, discrètement, j'ai fait tomber l'eau bouillante sur ses pieds. Il s'est arrêté 15 jours ou 3 semaines parce qu'il a été brûlé. Quand il est revenu, il n'était plus dans le rythme. Hop, il a giclé dans la journée. Voilà, on faisait ça tout le temps. Tout le temps. Après, j'ai fait un autre restaurant. Dans cet autre restaurant, on m'en mettait 2 le matin à mon poste. Là, j'étais déjà chef de partie. Donc j'ai pris un peu de bouteille. Et le chef m'a appelé quand j'arrivais le matin à 8 heures dans le bureau. Bon, Eric, je t'en mets 2 aujourd'hui. Hein. Tu tapes dessus et on garde le meilleur. Voilà. Et là, pendant 2 jours, boum, boum, je l'ai poussé à fond. Pendant les services, j'étais un peu violent, je l'ai bousculé. Je n'étais pas très gentil. Et effectivement, ceux qui tenaient, hop, on les prenait, on les mettait au poste du poisson qui était déjà plus dur. Et moi, j'étais toujours aux sauces et aux viandes. J'avais en plus, avec tout ce stress, j'avais contacté un eczéma de contact. Et j'avais les mains en sang tout le temps et je ne pouvais pas toucher de poisson, ni manger de poisson, ni manger de crustacés, ni tous ces trucs-là. Et j'avais une grosse allergie de contact. Je dormais la nuit avec de la cortisone et des gants en coton pour arriver à tenir parce qu'à chaque fois que je passais à médecine du travail, ils voulaient me recycler. Et voilà, mais tout ça, c'est les dommages collatéraux d'un stress permanent qu'on vous met. Parce que quand je suis arrivé chez moi ici, mon allergie de contact, elle a disparu. Du jour au lendemain, c'est fini. J'ai plus d'allergie de contact et je suis en train de me bagarrer depuis 20 ans pour que mon allergie aux crustacés disparaisse. Donc, j'en mange un petit peu à chaque fois et de plus en plus quand je vais manger chez les copains dans les restos étoilés. Et aujourd'hui, j'arrive pratiquement à tout manger et à travailler aussi. Oui, à travailler aussi. Ça, c'est un autre débat. Non, mais c'est intéressant. C'est un autre débat. Mais voilà un petit peu comment j'ai été formé. Donc, à la dure, effectivement. Moi, j'ai toujours été complètement accro de mes chefs. C'est-à-dire que même s'ils étaient un peu méchants, un peu durs, un peu tout ça, ils m'ont toujours fasciné. Je me suis toujours rapproché d'eux.
c'est vrai qu'il y a des moments, notamment quand j'ai fait la tour d'argent, voilà, j'en ai bien bavé au début. Au bout de 3 mois, j'étais le plus vieux de la maison. J'avais 18 ans, à Ouais. peine. C'est Oh. 88. J'étais le plus vieux de la maison. Et puis le chef, du jour au lendemain, et je me souviendrai toujours, hein, j'étais allé en pâtisserie. Un après-midi, j'étais resté là pour faire la mise en place. Enfin, de toute façon, on n'avait pas vraiment de coupure. Et j'étais en train de faire de la mise en place en bas, à l'étage en dessous. Et je regardais par la fenêtre pour regarder la scène. Parce que pour moi, c'était un peu la liberté, c'était la nature. Mm. Et le chef est arrivé dans mon dos et il a cru que j'allais me foutre par la fenêtre. Oh. Et tout de suite, il m'a pris par l'épaule et il m'a dit, déconne pas, Guérin, fais pas le con. Et je pense que ce jour-là, il s'est dit, je suis allé un peu loin. Mm. Et à partir de ce moment-là, au contraire, il m'a pris sous son aile. Donc, il hurlait sur des mecs, il les faisait craquer, il craquait en plein service, il partait. Bref, on va pas rentrer dans les détails, hein, parce que Mm. c'est quand même des forces psychologiques, quoi. Et moi, il se retournait, il me faisait un clin d'œil. Donc, et à partir de Mm. ce moment-là, j'étais un peu protégé par le chef, jusqu'au jour où le chef est parti en voyage. Et là, les seconds ils se sont dit, le petit Vengeance. là, Mm. on va se le faire. Euh, et notamment, j'ai été arrêté pour mes histoires de problèmes de main, là. Le chef m'a arrêté, donc j'ai été arrêté 15 jours, 3 semaines pour que ça se reconstruise. Et quand je suis revenu, il n'était pas là. Et du coup, là, ils ont commencé les deux autres à me rentrer dedans. Et effectivement, j'avais perdu le rythme et j'avais perdu l'agressivité, le machin. Et je leur ai dit, je ne vous laisserai pas ce plaisir-là. Et je suis parti le soir. Et, Ah ouais. euh, et là, ça a été l'effondrement. C'est-à-dire que j'avais l'impression que mon métier s'arrêtait. Alors, quand on a 18, 19 ans, on est formaté dans un truc où pendant un an et demi, c'est la machine à broyer, des messages en permanence, une espèce de rigueur au travail, un stress, une rapidité, un truc, et que d'un seul coup tout s'arrête et s'effondre et qu'on se dit on a fait tout ça pour rien. Bon, moi je me rappelle cette soirée-là, ça a été catastrophique, quoi. Je me Mm. suis mis dans un état pas possible, j'ai fini dans les caniveaux à Paris, quoi. Et 2 jours ou 3 jours après, j'ai eu un coup de fil d'un chef 3 étoiles parisien qui m'a dit, je crois savoir que vous avez été que vous êtes parti de la Tour d'Argent. Je vais vous replacer quelque part, mais on va vous cacher pendant un an et puis vous reviendrez après dans le circuit. Ça, c'était pour ne pas embêter, enfin pour ne pas faire d'ombre au second qui m'avait poussé à la faute, D'accord. en fait. Ouais. Voilà. Et donc, je suis revenu comme ça. Et, et donc, j'ai fait mon parcours comme ça pendant 10 ans à Paris. Et puis, à un moment, j'ai trouvé que j'avais fait mon temps. J'étais un peu usé, un peu fatigué, toutes ces choses-là. Et moi, j'avais découvert la Brière, Mhm. où c'était mon échappatoire, nature, bien-être et toutes ces choses-là. Et j'ai racheté la petite auberge du village sur un coup de tête, en fait. Je suis venu passer mes vacances du mois de septembre. J'avais pris 3 semaines. Je suis venu passer les vacances ici. Il y avait une toute petite auberge de village et les gens m'ont dit, bah, tu nous verras plus, on va mettre en vente. Et je suis rentré à la maison et j'ai dit à mon père, bah, de toute façon, je m'en vais, je vais vivre en Brière. Et il m'a dit, bah, si tu veux. Et en Mm. fait, si tu veux, ça m'a paru tellement impossible de se dire que c'était mon paradis. Et d'un Ouais. seul coup, il me disait, tu peux quitter Paris pour aller Ouais. là, vivre là toute ta vie. Et j'ai tout quitté, donc famille, amis, milieu de la restauration haut de gamme, voilà, les brigades, les trucs, pour me retrouver tout seul dans mon petit restaurant, ma petite chaumière avec, à l'époque, je sais pas, on était 4 5 quoi. Et c'est vrai que les premières années, euh, j'ai reproduit. Mhm. Alors, pas aussi violemment, mais j'étais habitué à bousculer, à pousser, à crier fort, à faire du bruit pendant les services pour montrer que j'étais le chef et du coup, je me montais en stress, en pression, et je montais les gars en pression avec moi. Et quand ça allait pas, je prenais une casserole, je l'achetais en plein service, ou je prenais les assiettes, je les jetais sur le mur comme ça. Mon premier pâtissier que j'ai eu, je ne sais pas combien je lui ai cassé d'assiettes dans la pâtisserie, quoi. J'étais dans la Ouais. cuisine et je jetais les assiettes sur la pâtisserie qui lui explosait dessus de la tête et en lui criant dessus et tout ça. Bon, il est devenu très bon. Ouais. Aujourd'hui, il a un resto à Paris et ça marche très bien pour lui. Mais, euh, mais à un moment, je me suis vu dans le miroir et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Sans compter qu'à côté de ça, j'ai toujours eu une relation quand même très amicale avec mes gars, puisque je me Mhm. suis retrouvé tout seul à 25 ans, dans la Brière, donc en plein milieu des marais, dans mon petit restaurant où il n'y avait pas de clients.
avec ma petite équipe. On n'était pas beaucoup, on était 5-6, mais c'est devenu ma famille très vite, et mes amis et ma famille. Le week-end, on sortait ensemble. Le soir, on jouait aux cartes jusqu'à 8h30, enfin 20h30 pour attendre les clients. Quand il n'y avait pas de clients, j'ai envoyé chez eux, mais on passait quand même un peu de temps à jouer aux cartes. La mise en place, on l'avait faite. On faisait 10 coups dans la journée, c'était le samedi. Ah La ouais. semaine, on ne faisait rien. Ah. Et voilà. Et à un moment, j'ai fait tout l'effet inverse. C'est-à-dire que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et cette espèce de contraste de je suis sympa à l'extérieur, mais quand je rentre dans ma cuisine, je mets ma veste et je deviens un espèce de fou, ce qui Mm. arrive à beaucoup, beaucoup d'autres chefs que je connais, Mm. qui sont très sympas et très cool à l'extérieur, mais dès qu'ils rentrent dans leur cuisine, ça devient des monstres. Mm. Et ils ont l'impression de faire bien. C'est pas de leur faute, encore une fois. On Mm. nous a inculqué ça. Ouais, Alors, on comme... nous a inculqué ça aussi. Il faut peut-être faire un peu d'histoire de la gastronomie. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis peut-être un des seuls à briser un peu l'omerta sur ce dossier-là. Mais encore une fois, je brise l'omerta, mais je ne monte personne du doigt et ouais. j'accuse pas. Notre métier, il y a quelques années, et je suis pas un vieux bonhomme, et pourtant je l'ai vécu, c'était une voie de garage. C'était un métier quand on avait loupé ses études, quand on sortait de l'armée un peu cabossé, quand on ne trouvait pas sa voie, on partait en cuisine. Et en Mm. cuisine, on était cachés derrière. On était les grouillots, quoi. On était cachés derrière. On n'avait pas le droit de sortir. Quand je suis rentré à Tour d'Argent, les gars en salle étaient payés au pourcentage. Ils avaient les pourboires. Nous, les Mm. cuisiniers, on était payés je ne sais même pas si ça s'appelait SMIC à l'époque, mais au minimum possible. On n'avait pas le droit. On n'avait même pas le droit de parler à un serveur. Ah ouais. Et nous, on était des pestiférés. On était dans la cuisine, on faisait notre boulot, on n'avait pas le droit d'adresser la parole aux serveurs. Et les serveurs, c'était les rois du monde. Ouais, ce qu'on Et le imagine mal. chef, Ouais. et le chef, qui était quand même, à l'époque, c'était un restaurant 3 étoiles, dès qu'il rentrait, il allait voir le monsieur Terrail au bureau, et il se faisait remonter les oreilles parce que les serveurs avaient dit telle ou telle chose. Et ce n'était pas le chef qui avait la loi, c'était les serveurs. Et c'était incroyable, ça. Alors, dans la cuisine, le chef, il faisait régner une espèce de terreur. Euh, et lui, il se faisait terroriser par les gens de Pareil, la ça salle. va. Et ça, Mm. c'était incroyable. Et c'est vrai qu'à l'époque, il fallait des adjudants-chefs parce que tous ces gens qui arrivaient peut-être un peu moins bons à l'école, qui avaient moins d'études, un environnement familial moins cultivé ou des difficultés peut-être à s'intégrer dans la société, bah, ces gens-là, pour faire de l'excellence, pour faire du 3 étoiles Michelin, pour faire cette espèce de cuisine incroyable, et ben, on leur demandait de poser le truc qui doit faire 1 centimètre sur 1 centimètre et de le poser à tel endroit dans l'assiette. Il fallait leur mettre une claque pour qu'ils la posent, quoi. Parce que Ouais. s'ils ne comprenaient pas autre chose. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout de 3 claques, normalement, le gars, il avait compris ou alors il s'en allait. Mm. Il pleurait, il s'en allait. Et c'est de là aussi qu'est venue toute cette pression avec des chefs incroyables qui sont montés médiatiquement et qui mettaient la pression parce qu'on travaillait chez eux. À Ouais. l'époque, il n'y avait pas autant de restaurants médiatiques. Il y avait des grands chefs. Et quand on rentrait dans ces maisons-là, on devenait l'instrument. Et en même temps, eux avaient aussi cette pression-là de maintenir les étoiles et d'y arriver, et d'arriver avec des équipes qui finalement n'étaient pas toutes cultivées ou préparées à ça. Mm. Donc voilà, il faut aussi comprendre ça. Après, les choses ont évolué, les chefs sont sortis de l'ombre, euh, sont devenus presque des pseudo-stars, entre Mm. guillemets, télévisuels. Il s'est passé plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, alors ça a encore déjà beaucoup changé depuis, hein. Il y a eu une vague au début de la télé-réalité, là, de gens qui sont venus à nos métiers. Aujourd'hui, c'en est une autre. Mais je pense que le point commun à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui viennent à nos métiers sont des gens plus sensibles, des gens qui viennent par choix et qui viennent pour les hommes, souvent, qu'ils rencontrent, Mm. qui les font rêver, qu'ils ont vu à la télé, qui leur parlent de potager, qui leur parlent de nature, qui leur parlent de saisonnalité, d'équipe. Et en fait, ils rentrent dans des maisons où bah, on n'a plus le droit de parler au chef, quoi. Parce que le chef, c'est Ouais. Dieu et on ne lui parle pas. On doit faire ce qu'il dit et point final, quoi. Et il n'y a pas d'échange, il y a pas de. Et le potager, on ne le voit jamais.
la nature n'en parle plus, et c'est juste l'assiette blanche et bam. Voilà, et ça, c'est compliqué à gérer parce qu'on en est encore là. Alors, effectivement, la parole se libère depuis quelques temps et j'en suis peut-être un peu un micro-acteur, mais je trouve que c'est chouette parce que, avec toutes les petites histoires qui sont sorties depuis 2-3 ans, là, ça fait peur aussi aux autres. En tout cas, ils se remettent en question, ils Ouais, réfléchissent différemment et on voit doucement que ça commence à évoluer. ouais, ça se voit, tu vois des pratiques qui changent. Depuis 2 ans, là. Ouais, Mm. Ouais, ouais, depuis 2 ans. Parce que nous, on connaît tout, en fait. Parce ouais. qu'on bosse qu'avec des gens de 20 ans. Moi, j'en ai 22 en cuisine. Donc, c'est 22 personnes qui ont déjà travaillé dans 22 autres restaurants. Mm, Et ça tourne tout le temps. Et ça fait 26 ans que je suis là. Donc, mm, ça en fait des gars dans ma cuisine que j'ai vu passer. mm. Et bah, forcément, ils nous racontent tous comment ça se passe dans le restaurant d'à côté. Et vice-versa, ceux qui partent de chez moi, là, quand mes 22 ils vont partir, ils vont aller dans 22 autres restaurants, dire bah, chez Guérin, c'est comme ça. Donc, on est au courant de tout. Et eux, ils ont des copains qui étaient en classe avec eux, qui sont dans un autre restaurant. Donc, Mm, tout se sait dans nos métiers. mm. Voilà. T'as parlé Et ce qui est d'un... aussi une chose aujourd'hui, pardon, moi, je parle Non, non, beaucoup, vas-y. peut-être trop, mais aujourd'hui où tout le monde recherche du personnel, et je suis toujours surpris de voir sur la toile des grandes maisons, 3 étoiles Michelin, qui cherchent sur Instagram du personnel avec des bonnes listes comme ça. Je me dis, c'est incroyable, quoi. Dans ces maisons-là, avant, il fallait faire la queue pendant 10 ans, quoi. Ouais. Moi, j'ai essayé de rentrer, je sais pas, en Ambroisie pendant 5 ans, 6 ans. Tous les ans, je lui écrivais un mot. Je faisais pousser mes chefs. J'ai fait tout ce que je pouvais pour y rentrer. Je suis jamais rentré. C'est pour ça que j'ai quitté Paris pour venir ici. Mm. Et quand on voit maintenant ces grandes maisons qui cherchent là, et on se dit, oh là là, il y a quand même un vrai problème. C'est intéressant parce que c'est ce qu'on voit aussi un peu en entreprise où si on peut parler de rapport de force, c'est pas très joli comme expression, mais en tout cas, le choix, il est en train de changer de côté, en fait. Avant, comme tu dis, il fallait faire la queue pour rentrer dans certains endroits, et maintenant, c'est ces entreprises-là qui ont du mal à recruter. Et on est au début de cette phase de remise en question, de se dire, ben, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour leur donner envie de venir, pour leur redonner envie de venir, quoi. Je pense que ça passe déjà par le langage. Il faut Ouais, arrêter, c'est pénible. ouais, ouais. Euh, c'est aussi vraiment une force d'épanouissement et on l'a vu notamment pendant les arrêts là, quand on s'arrête pendant 7 mois, c'est pas donné à tout le monde de bien le vivre Mm, mm. sans travail, sans revenus, c'est bien joli tout ça, mais Ouais. mais l'un ne va pas sans l'autre et c'est vrai qu'il faut. Là, j'ai entendu l'autre jour une discussion sur les 32 heures, mais on va aller où quoi? Enfin, il y a un moment. Effectivement, il faut faire attention, il faut se respecter, il faut trouver un équilibre dans tout ça, mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et quand on le fait, il faut l'avoir réfléchi avant. Nous, on nous a mis dans les 35 heures, on n'a jamais formé personne pour faire 35 heures. Mm. Les dirigeants, on nous a jamais dit comment on allait réussir à faire 35 heures dans nos métiers. Comment vous faites? Vous dites aux clients de foutre le camp ou d'arriver avec un créneau horaire comme ça et puis on fait entrée plat dessert. C'est impossible de faire Ouais, 35 heures. Moi, j'essaye de trouver des solutions là pour aller plus loin encore. ouais. Mais je pense que je suis arrivé à un moment où je peux plus faire autre chose. Je discutais il y a quelques temps avec Hugo Rollinger qui me dit on va essayer de mettre en place la double équipe, équipe du matin, équipe du soir. Mhm. Donc, j'ai réfléchi, je contacte mes conseillers, je dis comment on peut faire pour mettre la double équipe en place. Mais double équipe en place, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est 50. Si je mets une double équipe en place, on passe à 100. 100 personnes, c'est énorme. Enfin, je ne vois pas comment je peux économiquement Ouais. et même intellectuellement, parce que moi, je veux connaître tous mes gars, avoir leurs petites histoires. Bon, là, on est en train de monter un petit voyage ensemble. Là. Bon, bah, déjà, il faut que j'en emmène entre 35 et 40 sur les 50. Bah, c'est énorme. Si Mm. demain on est 100, tout ça, ça va devenir une espèce de machine. Mm. Qui va payer les 50 employés que j'ai en plus? Bah, je ne sais pas. Les clients ne peuvent pas payer plus. Et en plus, bah, moi, du coup, pour faire ça, bah, ça veut dire qu'il faudrait que je joue en 7-7 de nouveau.
Mais si moi, je ne suis pas là pendant 2 jours, je vais entendre dire que je suis pas derrière mes fourneaux. Pendant ces 2 jours-là, ça va être la guéguerre. Ça va de nouveau remettre des guerres d'équipe. Bah, c'est pas mon équipe, c'est l'équipe d'avant. Et on est reparti dans un truc qui casse totalement l'équilibre et l'harmonie. Euh, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Ouais. Aujourd'hui, Mais, c'est pas faisable. mais tu es en recherche, quoi. Tu continues de chercher comment. Ah, mais en permanence. Donc, tout le temps, ouais. Ça se sent, ouais. Et Ouais. j'aimerais bien qu'on parle de. Il y a plusieurs choses que tu as dites jusque-là. Tu sais, moi, le sujet sur lequel je travaille, c'est cette notion d'équilibre. Et moi aussi, comme toi, je préfère parler d'harmonie pro-perso. Pro-perso, on a toujours tendance à les opposer. Et encore plus, là, ces derniers temps, où on a dit que l'équilibre de vie des gens avait été bousculé et tout. Dans tout ce que tu dis là, moi, je vois pas de distinction entre le pro et le perso. Je vois des amitiés au travail. Je t'entends dire, moi, plus les gars me parlent d'eux, plus j'en sais sur eux et sur leur univers et sur voilà, ce qui les intéresse, plus ça me réjouit et plus ça nourrit le travail. Est-ce que tu peux me parler un peu de... Enfin, ça veut dire quoi pour toi, l'équilibre pro-perso? Ça a un sens, cette expression? Ça a un sens. C'est là où je dis, enfin, moi, je pense que ce métier-là, c'est pas un métier de pénibilité, mais c'est un métier d'engagement. Mhm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide de faire nos métiers, de la restauration, mais comme je pense peut-être un métier d'infirmière Mhm. ou pompier ou boulanger, enfin, je sais pas, hein. C'est des métiers où finalement le pro et le perso se mélangent. Mhm. Euh, Moi, je suis bien obligé de faire vivre aux gens qui vivent avec moi dans le privé ma vie de cuisinier, puisque de toute Mhm. façon, je suis en congé le lundi, le mardi, le mercredi matin maintenant. Mhm. Pendant des années, j'étais en 7-7. Et quand je suis en congé, bah là, par exemple, lundi et mardi ben, et mercredi, je vais sur le salon Serbotel pour, voilà, parce que je me suis engagé auprès des jeunes en difficulté pour être là à leur côté. Bah forcément, la personne qui vit avec moi, si elle vient pas avec moi, ben, on se Mhm. voit pas du week-end. Mhm. Et, et le pro et le perso dans ce métier-là, il est un peu galvaudé parce qu'en fait, on est tout le temps dans cette espèce de mélange pro et perso. Et comme on vit en plus un peu en autarcie, c'est Ouais, vrai que le week-end, ben, on est avec qui? On est avec les gars avec qui on travaille. qui, pas souvent avec nos gars. Moi, je vois les miens, ils sont tous les week-ends ensemble. Et Mhm. ça me réjouit aussi. Parce que bah, quand ils me racontent le mercredi ce qu'ils ont fait dans le week-end, bah, je me dis, voilà, c'est souvent dans nos métiers des gens qui sont un peu arrachés de leur famille, de leur région, qui voyagent, ils arrivent, par exemple, là, ils arrivent à Fédrin, sur une île en plein milieu de la Brière. Il y en a, ils n'ont même pas leur permis. Ils sont complètement écorchés là. Et le fait que bah, ils se trouvent des amis, une famille, euh, et qui vivent des moments tous ensemble. Je trouve ça génial. Bon. Mhm. Là, en ce moment, leur gros truc, c'est ils s'organisent des week-ends gastronomiques. Donc, ils partent à 4-5, ils vont à l'autre bout de la France, ils vont manger chez un chef qui les fait rêver, ils reviennent, et ils nous racontent. Donc, ils font rêver tout le monde. Mhm. Et je trouve ça assez génial, ce truc-là, parce que c'est des gamins qui tout seuls l'auraient jamais fait. Et puis, il Mhm. y en a un, hop, qui est fil conducteur, qui va apporter quelque chose. Et c'est vrai que dans mon recrutement, je fais beaucoup attention à ça aussi. J'ai beaucoup de gens déjà qui viennent me voir parce que ce sont des gens cabossés par le métier Ouais. et qui viennent me voir en me disant bah, il n'y a que vous. Aujourd'hui, j'arrête ce métier ou je viens bosser chez vous. Mhm. Euh, voilà, donc bah, déjà, ils arrivent avec un bagage, un ailleurs, une autre expérience. Et puis, j'ai aussi des gens, bah, j'en ai un là, il a fait le tour d'Europe en vélo, il a arrêté de travailler pendant 2 ans. Il arrive là, il veut se remettre à la cuisine, il me dit bah, voilà, je ne sais pas comment faire, mais je viens vous voir parce que vous avez l'air d'avoir une autre ouverture d'esprit. Bon, bah, il arrive, il est un peu plus âgé que les autres, il a un vécu, forcément, il est moins bon en cuisine. Donc, au début, bah, tout le monde se met un peu, ouais, pourquoi il est là, le regarde un peu bizarre. Et moi, je sais très bien ce qui va se passer. Là, on en est, ça fait 2 ans qu'il est chez moi. Bah, ça devient un fil conducteur de quelque chose, que le gamin, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de voyager, il n'a pas peur de bouger. S'il a fait le tour d'Europe en vélo tout seul avec son sac à dos, c'est que là-haut, voilà, hein, il est courageux et puis il n'a pas peur de les mettre sur la table. Et du coup, bah, il les entraîne à faire plein de choses. Et puis, il Mhm. leur apporte ses connaissances, ses réflexions. C'est quelqu'un Mhm. aussi qui a un intellect complètement différent que le petit gamin du village qui n'est jamais parti d'ici Mhm. et qui vient là à pied
et je pense que ça, c'est vraiment important, comme de mélanger les populations, les nationalités, comme de mélanger les femmes, la population LGBT, tout ça. Chaque personne apporte une petite étincelle qui, en s'allumant, devient une belle guirlande lumineuse, quoi. Mm. Et on veut tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et encore là, on m'a fait faire, je ne sais plus, hier ou avant-hier, une interview justement là-dessus, sur ces sujets-là. Et je trouve ça dommage parce que j'entends dire il faut ouvrir les métiers de la restauration aux LGBT. Il faut ouvrir les métiers de la restauration aux black, blanc, beurre, jaune, vert, tout ce qu'on veut là. Maintenant, on ne sait plus trop comment on doit appeler ça. Ouais. Mais tout est ouvert. Allons-y. Au contraire, moi, chez moi, j'ai tout. J'ai toutes Ouais. les couleurs, tous les Mm. sens, Mm. Voilà, et toute personne qui rentre chez moi, moi, j'ai une petite en salle qui cartonne et que tout le monde adore. C'était mon ancienne plongeuse. Mm. Et un jour, elle m'a dit, j'aimerais bien aller en salle avec une petite voix toute discrète comme ça. Et on lui a dit, c'est Félix qui a dû faire ça, mon directeur. Il lui a dit, si tu veux, on fait un essai au petit déjeuner. Puis elle a fait quelques petits déjeuners. Puis après la fin de l'année, elle a dit, oh, j'aimerais bien, ça m'a plu, j'aimerais bien en faire un peu plus. Et on lui a dit, écoute, on va essayer ensemble. Et puis Mm. maintenant, les chefs de rang, ça fait 2 ans qu'elle est en Ouais. salle. Tout le monde l'adore. C'est un rayon de soleil. Et cette jeune fille, elle serait rentrée ailleurs. Déjà, elle avait du mal à trouver du travail parce qu'elle avait une vie un peu compliquée. Et elle serait ailleurs. Aujourd'hui, je ne sais même pas où elle serait. Et chez nous, elle est toute épanouie, elle est toute mignonne, elle est toute souriante. Et tout le monde l'adore. Ouais. Voilà, et ça, c'est beau. Et c'est ça nos métiers aussi. Ouais, il y a beaucoup dans ce que tu dis. Déjà, j'adore, j'ai lu plein de tes posts sur Instagram et tout. Tu parles de tes piafs, je trouve ça joli comme tout. Ton équipe, c'est tes piafs. Ouais. Hmm. Et Bah oui, oui. Bon. ouais. Moi, j'aime bien les oiseaux, alors. Ouais, ouais. Forcément, je ne vais pas les appeler mes enfants, mes bébés, Ouais, c'est c'est mes joli. petits piafs. Enfin, on est tous à marre aux oiseaux, donc on est tous un peu des piafs. Ouais. Mais ce que je trouve beau dans ce que tu incarnes, c'est que tu crées de la place pour les émotions. Parce que les émotions, dans un restaurant, on s'attend à les vivre en tant que client. On vient pour ça, on vient Hmm. pour vivre des émotions. Mais de plus en plus, on parle des émotions dans l'entreprise. Et ton restaurant, c'est une entreprise. Comment tu crées petit à petit cet environnement où les émotions sont les bienvenues, où tu vois, où tu dis on peut avoir des discussions, on peut exprimer les choses, même avec une toute petite voix, dire j'ai envie d'essayer ça, et puis ou exprimer ce qui va pas. Comment tu crées cette culture-là? Alors, c'est vrai que ça fait un petit moment là que vraiment, dans mon discours, c'est ce que je dis. Quand on me demande ce que je fais, je dis c'est un métier, c'est un métier où on travaille beaucoup la technique Mm. et on travaille beaucoup la technique, on n'apprend pas l'émotionnel et certains chefs sont que techniques et d'autres sont techniques avec une émotion et d'autres sont vraiment dans l'émotion. Moi, je suis beaucoup dans l'émotion et je me sers de la technique au service de l'émotion. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce que je transmets, c'est d'émotionnel. Et Mm. vraiment, et ça, c'est un truc, je ne sais pas si ça se fait beaucoup dans nos métiers, d'essayer toujours de les toucher sur le côté affectif et personnel. Dans tout Mm. ce qu'il fait, dès qu'il pose un truc, sur la posture, sur le geste, sur ce qu'il pense à ce moment-là. On a mis en place depuis quelques années un truc que j'aime bien remettre en place, c'est-à-dire ça s'appelle euh, la volonté collective et positive. C'est-à-dire que si tout le monde pense collectif et en collectif une volonté positive, l'énergie qui s'en dégage, elle est super positive. Donc nous, on va plus loin parce qu'on appelle ça l'amour. Mm. L'amour en cuisine, on n'en parle jamais, hein. C'est un mot un peu tabou. Ça, c'est un truc de PD, quoi, hein. On ne Mm. va pas en parler, hein. Voilà. Moi, je leur dis, l'amour, c'est l'ingrédient secret de la cuisine. Pourquoi? Alors, quand je parle de la cuisine, ça englobe tout le monde, hein. C'est la Mm. maison, hein. Encore une fois, je ne parle pas en tant que cuisinier, hein. Je parle en tant que hôtelier, restaurateur, responsable d'une petite famille, là, et on travaille tous ensemble. Et j'inclus aussi les clients, parce que c'est important aussi. Et ça, le respect du client vis-à-vis de mes équipes, c'est la seule chose qui me met en colère.
Mm. Quand ils sont irrespectueux, je les fous dehors. Mm. Et j'ai pas peur de le faire. Mm. Voilà. On en a de moins en moins. On en a foutu 4 dehors cet été. Ouais. Ouais. Et, et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ramène toujours les choses dans un discours qui est transparent et qui, moi, le mien, est toujours dans l'émotion. D'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, je fais exprès de lancer, d'utiliser les mots qui ne sont pas les mots utilisés par les chefs en cuisine. Ouais. Pourquoi tous les dimanches matins, je fais mon Sunday Time où j'explique un peu l'idée d'un plat. Ouais. Alors au début, je le faisais un peu de manière romancée. Maintenant, c'est carrément, des fois, c'est plutôt sur le thème de la poésie. Mm. Mais voilà, parce que dans ma tête, c'est ça qui se passe. Mm. Je me fais mes fables de La Fontaine, en fait, mes choses comme ça. J'observe la vie, j'observe la nature, j'observe les gens qui m'entourent. Je suis riche d'une émotion de ce qui s'est passé dans ma semaine, dans ma journée, ma nuit, mes amours, mes choses comme ça. Et toutes ces petites choses-là, les rencontres, les autres, c'est-à-dire, mais aujourd'hui, on a créé énormément de contacts sur le terrain avec les producteurs. Eh ben, où ils en sont, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qui se passe dans la terre, qu'est-ce qui se passe dans leur production. Et tout ça, ça fait un espèce de tourbillon d'informations émotionnelles qui ne sont pas des informations techniques. Mm. Et ces informations-là, je les transmets. C'est-à-dire que chacun, avec sa place dans la maison, va transmettre. Mon gars qui s'occupe des producteurs, il nous raconte ce qu'il a fait dans la semaine chez un tel, chez Arnaud, chez Mélanie, où ils en sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils poussent, qu'est-ce qu'ils ne poussent pas, qu'est-ce qui a été loupé. Et du coup, ils savent, mes gars, qu'on cuisine ça parce que c'est au point. Et après, la salle est mélangée à nos discussions. C'est pas et la cuisine dans un coin, encore une fois, et la salle de Mm. l'autre. Et tout le monde, dans cette espèce de volonté finalement de bienveillance et d'ouverture vers l'autre, finalement, il y a un échange qui se crée tout le temps entre les gars, entre les services, entre toute la maison. C'est vraiment cœur ouvert, quoi. C'est une maison qui a cœur ouvert. Et tout le monde se parle et tout le monde échange et tout le monde se pose des questions qu'on ne pose pas normalement. Mm. Et ça crée l'émotionnel, tout le temps. Mm. C'est Et intéressant. il raconte beaucoup aux clients. Ah ouais. Euh, et il ramène aussi ce que les clients nous disent, ça se transmet aussi dans la cuisine. Parce que Mm. du coup, ils sont fiers de raconter. Ouais. Parce que comme tout le monde se parle tout le temps, en fait, ça crée tout le temps du mouvement. Et du coup, il se passe toujours cette espèce de fibre naturelle humaine qui fait qu'on n'est plus dans un discours centré cuisine ou centré sur la salle. On est sur un discours de l'humain qui vit une expérience à travers un métier qui vit tous les jours, mais qui n'est plus un métier, ça devient un geste du quotidien. Et moi, Mm. je leur dis toujours à ceux qui ont un peu de mal au début, je leur dis le jour où ton geste va juste devenir naturel et que tu arrêteras de te foutre une pression qui ne sert à rien, c'est là que ça va devenir beau. Et c'est à ce moment-là où tu vas comprendre. Et c'est là où, pouf, ça y est, ça se déclic. C'est au moment où, voilà, juste il exprime ce qu'il a là, Mm. pouf, ça sort. Et pas juste ce qu'on lui a mis là. Parce que ça sert à rien. Là. Alors on peut, hein. Moi, j'ai fait des repas extraordinaires dans des restaurants où c'est d'une technicité. Je me dis, mais comment ils arrivent à sortir ça? Mais souvent, je sors de là et 2 heures après, je dis, ah, au fait, on a mangé quoi? Mm. Et j'ai oublié. Mm. Alors que des fois, et ça m'est encore arrivé chez Hugo Rollinger il y a une semaine, là, on mange des choses qui sont simplement faites, mais qui vont toucher que l'émotionnel. Mm. C'est tout simple, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de foufou, c'est paf, mais ça allume des petites lumières, là, pouf. Et ça, on s'en souvient, et je peux donner le menu en entier. J'y ai mangé 3 fois cet été, et je peux à chaque fois ressortir tout ce que j'ai mangé. Ouais. Parce que ça touche que l'émotionnel. C'est pas c'est pas dans le dur. Ça fait rêver de t'écouter. Bah non. Non, non, mais c'est très beau. C'est très, très chouette. Et tu as employé un mot sur lequel j'aime bien conclure mes interviews, mes entretiens. C'est cette notion de fierté. Ma dernière question pour toi, c'est de savoir de quoi tu es fier. Moi, je vais dire de mes petits gars. Mm. Euh, c'est ma plus grande source de fierté. Et en même temps, c'est mes plus grosses blessures. Mm. C'est-à-dire que oui, là, on en a parlé.
effectivement, on ne vit pas dans un monde de bisounours, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on fait là, c'est du travail, et c'est du travail de tous les jours. C'est-à-dire que tous mes piliers, là, qui sont à la marre depuis des années, ceux qui ont des postes à responsabilité, euh, on est à l'écoute, on ouvre tous nos sens. Et le moindre petit éclat, dérapage, la petite fêlure, hop, il faut tout de suite l'arrêter. Il faut tout de suite la comprendre. Il faut tout de suite la partager. Ça part très, très vite. Ouais. Ils ont 20 ans, ils sont en groupe. Si on loupe un truc, on peut avoir des blessures énormes. Ça m'est arrivé encore cet été de passer à côté des gens qui bossent pour moi depuis des années. Et puis d'un seul coup, boum, j'ai pas vu un truc venir. Et puis je me prends un gros scud là. Et, et, euh, et qui remet tout en question et où je me dis mais est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai loupé un truc, est-ce que tout ce que je fais c'est en fait c'est juste de l'ego mal placé alors que je veux pas en avoir. Voilà, et en fait ça c'était les plus grosses claques que je me prends mais c'est aussi ma plus grande fierté, mes plus grandes joies, c'est-à-dire que quand je vois que il y a un trou dans l'aura, mais hop, il est bouché parce que tout le monde vient le boucher pour me réconforter et me dire mais non. Et souvent, les messages, ils arrivent très très vite derrière quand il y a une blessure. Mais non, ce que vous faites, c'est chouette, mais nous, on vous suit, mais on est là, mais oui, vous avez raison, mais c'est génial et tout. Et voilà, là, c'est ma plus grande fierté, c'est ça. Et Mm. ma plus grande fierté aussi, c'est de me rendre compte que un client qui vient au restaurant, il vient pour manger, et que chez nous, on me parle de tout, la cuisine, c'est presque évident. Les gens ils diront, ah, on a bien mangé. Mais ils vont me parler pendant 2 heures de un tel qui les a servis, qui est trop Mm. mignonne, de l'autre, de tout l'ensemble du personnel qui est venu à table, de la musique, de la décoration, de toute cette harmonie qu'on a essayé de mettre en place et qui fait que ça fonctionne et qui fait qu'on n'est pas juste un restaurant, on est encore une fois une maison dans un lieu j'ai choisi, ce qui n'est pas donné à tout le monde, à Mm. 25 ans, de tout quitter sans filiation, de s'installer quelque part. C'est un lieu que j'ai construit avec rien du tout. Je n'avais pas d'argent. Je suis parti dans une petite chaumière, on était quatre. J'avais de la tomate au sol et des vieilles chaises en paille. Et aujourd'hui, j'ai une maison extraordinaire à mon image, qui a grandi avec moi, j'ai grandi avec elle. On est un peu pour l'instant indissociables, malgré que le chemin aujourd'hui m'indique la direction de il va falloir, parce que je ne veux pas mourir dans ma maison. Mm. Et dans ce chemin-là, la transmission est importante. Et il Mhm. va falloir que je trouve quelqu'un qui la fasse vivre de la même manière que moi ou différemment, mais qui la fasse vivre en tout cas. Et tout ça, c'est cette fierté-là, c'est de regarder en arrière et de se dire tout ce que j'ai fait aujourd'hui, tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois à mes équipes. Parce que moi, je suis arrivé ici tout seul, sans rêve, sans direction professionnelle. Juste, j'avais envie de vivre en Brière. Et Mm. 26 ans après, j'ai une baraque, on est 50. On fait aujourd'hui 120 à 130 couverts jour, tous les jours, quoi qu'il arrive. Économiquement, on a réussi à équilibrer la chose. On se fait plaisir. Les gars, je les paye correctement. J'aimerais bien aller encore plus loin. Pour l'instant, j'y arrive pas. Sinon, il faut que je fasse peser ça sur la balance des clients et il faut trouver un bon équilibre. Mhm. Ma maison, elle est belle. Aujourd'hui, il y a pas de chaos. Je rêvais d'une maison dans laquelle la salle, la cuisine soient en harmonie avec la nature qui l'entoure, avec les oiseaux, avec toutes ces choses-là. Ça y est, j'y Mm. suis. Mm. Malgré des années compliquées, aujourd'hui, j'y suis. Moi, je me sens vraiment bien dans ce que je fais, alors que je pourrais être un peu fatigué, on a un peu marre. Non, j'ai pas envie d'arrêter et je vois un peu l'échéance à 10 ans et je Ah me ouais. dis zut, Mm. zut, comment je vais faire? Et en même temps, je veux arriver au bout, quoi. Je veux arriver au bout et le faire correctement. Comme je l'ai fait à Giverny avec David, où je lui ai Mhm. transmis une maison et voilà. Bon, je suis un peu triste d'avoir perdu cette maison, mais bon, elle m'appartient toujours. Il a l'exploitation. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, je suis fier aussi de ça, c'est-à-dire d'avoir pu, à Giverny, pendant 8 ans, avoir des équipes à 400 km de chez moi, qui géraient une maison comme si c'était un peu la leur, qui ont maintenu une étoile au Michelin pendant 8 ans, à 400 km de chez moi.
Et ma plus grosse frustration, et c'est pour ça que j'ai arrêté, c'est de ne pas vivre avec eux la même expérience que je pouvais vivre avec les miens. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'arrivais là-bas plein d'amour. Finalement, comme ils me voyaient une fois par mois, bah, c'était pour me donner tous leurs problèmes. Je Ouais. repartais avec mon bagage bien chargé, pas d'amour, mais un peu de trucs. Et en même temps, j'avais beaucoup d'amour, c'est-à-dire que je m'en voulais. Je me disais, j'ai pas vécu ça avec eux. S'ils en sont là, c'est parce que je suis pas là. Je peux pas. Alors en 2 jours, 3 jours, moi je restais la semaine. J'arrivais à détricoter un peu les nœuds et à remettre les choses sur leur même chemin. Mais je repartais en me disant toujours, oh là là, j'ai pas fait assez. Je vais revenir dans un mois, ça va être le bordel. Et j'arrivais ici, ils ne m'avaient pas vu pendant une semaine, ils étaient un peu vexés parce que j'étais parti de l'autre côté, donc je me reprenais encore une petite dose. Ouais. Et au bout d'un moment, bah, c'était un peu amusant. Et voilà, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté. Mais ouais, ma plus grande fierté, c'est mes équipes et de voir jusqu'où je peux les emmener, jusqu'où elles m'emmènent, parce que c'est grâce à elles que je fais tout ce que je fais. Et à chaque fois que je prends un risque énorme sur un investissement, sur un truc comme ça, j'engage toujours mon équipe avec moi. Ouais. C'est-à-dire que ben, moi, je suis responsable de 50 familles, en fait. Ouais. De gens qui vivent, qui ont des vacances à prendre, s'acheter une belle voiture, se faire plaisir dans la vie. Et c'est le gros débat que j'ai en ce moment avec mes responsables. Quand je dis responsable, c'est comptable, mais en même temps, c'est aussi devenu des amis et on travaille ensemble pour faire grandir cette maison. C'est quand on gagne 1600 balles, 1700, 1800. Est-ce qu'aujourd'hui, on est suffisamment en place pour avoir une vie correcte? Alors bon, ils ont 20 ans, mais moi, je préférerais leur donner 2005, 3000. Aujourd'hui, je n'y arrive pas, mais demain, il faut qu'on y arrive. Sans pour autant que ce soit non plus le client qui paye une Ouais. fortune et qu'on trouve le bon truc. Aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Je vois passer plein de messages. Pour l'instant, on est un peu à côté et dans les choux, mais on va peut-être y arriver un jour à remodeler ce métier-là. Mais c'est un métier Ouais. qu'on a aussi on a laissé se dépatouiller depuis des années, tout seul. C'était parce que c'était aussi dans l'ombre, parce que c'est les chefs. Ouais, mais je vois plein de parallèles entre ce que tu décris sur, tu vois, cette idée très, très profondément ancrée que l'excellence ne s'obtient que dans la douleur, que dans le fait de faire souffrir les gens et tout. Ça me fait penser à la médecine, ça me fait penser à la danse classique de haut niveau. Enfin, c'est tout, comme tu dis, des métiers d'engagement aussi, mais où ben, tu as choisi ça, donc ça fait partie du deal. Tu es censé en baver. Et puis, ouais, c'est ça. Ouais. Et si t'en baves pas, c'est qu'il y a un truc bizarre, quoi. C'est que t'es peut-être pas allé au bout de. Mais c'est pour ça que c'est si intéressant de t'entendre parler de la manière dont une décision à la fois, t'arrives à bouger les curseurs, à tester des choses. C'est comme ça que les révolutions se font aussi. C'est pas avec des grands. Ouais. Et l'important, c'est la vérité. C'est d'être sincère Ouais. et de respecter ses engagements. Et quand tu respectes tes engagements, que tu es sincère et que tu vas au bout de ce que tu as dit, si eux font un pas de côté, tu peux les remettre dans le droit chemin. Ils vont pas te dire, ouais, non, mais tu as vu ce que tu as dit ou ce que tu as fait, toi. Ouais. Et en fait, ça remet aussi les pendules à l'heure. C'est-à-dire que je m'engage à faire des choses et je m'y engage. Et même si à un moment donné, l'engagement pour moi on arrive, je me dis, mince, j'aurais jamais dû faire ça, c'est une catastrophe. Ou on se pose, et je dis, bah voilà, ça va pas. Je me suis engagé à ça, j'y arriverai pas pour telle et telle raison. Ou même si ça me coûte et même si pour moi ça engage des frais ou ça engage des choses personnelles, je vais au bout et je lâche pas le truc. Mais dans tout ce que je fais, mercredi, je me suis engagé à accompagner un petit jeune étranger sur un concours voilà, qui a des difficultés à s'exprimer, des difficultés, bon, il a eu une vie aussi, il a eu des vrais accidents de vie très graves. Je me suis engagé à le faire. Hier, on m'a proposé d'aller à Europe 1 faire un repas le même jour, à midi. Voilà. Et je vais pas lâcher le petit pour aller faire rayonner mon nom et ma personnalité. Voilà. Alors, j'ai eu des profs qui m'ont dit, bah, allez-y, c'est quand même important, c'est pas grave, on va lui dire. Bah non, non, bah, non, je me suis engagé, je vais jusqu'au bout. Donc, je serai voilà, dans un box avec un petit gamin à faire à manger et à lui servir de commis, et plutôt que d'être sur les antennes et ça. Mais je pense que je gagnerai
en tout cas plus à la longue à faire ce genre de choses-là. Mm. Qui ne m'empêchera pas un autre jour de répondre oui à une invitation. Oui. Et c'est important d'être droit dans ses bottes et c'est important quand on a une ligne de conduite de la suivre. Ouais. Et dans les moments les plus difficiles, dans les moments où on doute complètement, où tout le monde s'effondre, on se dit tous, on va pas y arriver, on va pas s'en sortir, on n'a que des ennuis parce que ça arrive beaucoup aussi. Hein. Moi, ce que je dis toujours à tout le monde, là, quand je dis tout le monde, c'est toujours un peu mes piliers autour de moi. Là. Je leur dis, écoutez, on a une ligne de conduite, on lâche pas, on y va, on continue, on y croit et on y va. Et en général, on s'en sort toujours. Trouve des solutions. On s'en sort toujours. C'est 26 ans qu'on est là, 26 ans qu'on grandit, 26 ans qu'on respire et 26 ans qu'on prend de plus en plus de plaisir dans l'humain et dans le partage. Et vraiment, ça, c'est une grande fierté. D'arriver à emmener à chaque fois des équipes nouvelles, toujours dans le même chemin. Toujours. Et les clients me disent toujours, vous changez les équipes, on a l'impression que c'est pourtant toujours les mêmes. C'est toujours le même sourire, la même gentillesse, la même décontraction et professionnalisme. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est un truc. Voilà, j'entends beaucoup de mes collègues parler de leur personnel. Voilà. Et quand on me dit la nouvelle génération, et qui a la vraie conscience, nous ou eux? Qui est en conscience? Je ne sais pas. En tout cas, là où ils en sont et là où on en est aujourd'hui, c'est notre héritage. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Si on peut changer les choses et si on peut apporter un peu de positif et apporter de l'optimisme, c'est important. C'est important parce qu'ils en ont besoin. Et quand on leur fait confiance, ils nous font confiance et ils nous trahissent pas. Pas plus que nous, on peut trahir les gens qu'on aime. Ouais. C'est une super belle conclusion. Merci beaucoup, Eric. C'était un régal d'échanger avec toi. Merci. Merci beaucoup et puis à bientôt. Avec plaisir. Un grand merci à Eric d'ouvrir la voie et de montrer les possibles et pour son généreux témoignage. Sa démarche m'a beaucoup fait penser à la manière dont on avance en design thinking, en posant une situation à résoudre et en se demandant comment pourrions-nous, puis en testant tout de suite les solutions identifiées. N'hésitez pas à venir partager vos retours, témoignages et expériences sur le site www.leséquilibristes.com ou sur les réseaux sociaux, LinkedIn, sur mon profil personnel, Sandra Fiodo, ou sur Instagram, sur le profil des équilibristes. Merci pour votre fidélité, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à celles et ceux qui ont découvert le podcast il y a peu. Mon métier, c'est d'accompagner les entreprises à comprendre leurs salariés, à créer les conditions qui leur permettent de bien travailler. Pour suivre les aventures de Conscious Cultures, l'entreprise que j'ai créée, rendez-vous sur le site www.conscious-cultures.com. À très bientôt.